L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans ce nouveau numéro de notre podcast L'école d'abord par les Élises. Donc bonjour Élise. Bonjour Élise. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la rentrée à l'école maternelle. C'est souvent un moment très très stressant pour les parents, mais aussi Et pour les enseignants. Voilà, et pour les enseignants également. Donc, on va essayer déjà de se concentrer sur ce premier jour et ce qui se passe avant, en fait. Alors, peut-être parler des inscriptions. C'est pas évident. C'est vrai que c'est souvent quelque chose qui est pas forcément évident au niveau des parents de savoir comment s'y prendre. Généralement, la première démarche est d'aller à la mairie de sa ville pour en effet obtenir un certificat d'inscription qu'il faut ensuite remettre à l'école maternelle de secteur. Généralement, on va vous proposer un rendez-vous, on va vous demander effectivement des petites informations sur votre enfant. Et puis parfois, il y a même des petits moments d'adaptation en classe qui se font, mais ça c'est vraiment selon les écoles. Ça se passe généralement les inscriptions entre le mois de janvier jusqu'aux vacances d'été, jusqu'à début juillet. Il vaut mieux s'y prendre un petit peu à l'avance, se renseigner bien quand ont lieu les inscriptions dans votre ville. Voilà, c'est vrai que c'est la grande étape en général. Soit les enfants n'ont jamais été en collectivité, soit parfois ils sont allés en crèche. Élise, est-ce que tu as des différences à nous donner entre déjà la crèche et l'école ? Eh bien, à la crèche, il y a beaucoup d'adultes pour peu d'enfants. Et à l'école, c'est le contraire. Il y a beaucoup d'enfants pour peu d'adultes. Et c'est vrai que c'est normal, c'est la première fois que ça va être une séparation aussi pour les parents. Et souvent, les parents viennent nous dire « Alors, comment s'est passé le premier jour ? Est-ce qu'il a bien mangé à la cantine ?» C'est le moment périscolaire. Ils vont nous demander si l'enfant a bien mangé, s'il a bien dormi, combien de fois il est allé aux toilettes. Mais il faut vous dire que là, nous sommes à l'école. Et peut-être de préciser quand même, la différence avec la crèche aussi, je viens d'y penser, c'est qu'il y a plusieurs équipes. C'est pas la même équipe qui va faire, on va dire, les activités, ensuite le moment de cantine, le moment de sieste. Nous, on a plusieurs personnels différents. Oui, il y a donc l'équipe enseignante, donc avec la direction, l'équipe des animateurs qui va s'occuper du temps périscolaire, donc ça veut dire avant l'école, donc entre 7h et 8h30 selon les endroits. Ensuite, entre 11h30 et 10h30, le temps du midi. Et puis, le temps pour le goûter, jusqu'à 18h, 18h30, selon les écoles. Et il y a aussi les ASEM. Les ASEM qui ont un rôle particulier et qui aident beaucoup les enseignants en classe et qui, selon les écoles, peuvent s'occuper des temps de sieste, qui sont aussi là sur le temps du midi. Et ce sont uniquement d'ailleurs ces fameuses ASEM ou ATSEM, pareil on les appelle différemment selon les endroits, qui peuvent changer les enfants. Ce sont ni les animateurs ni les enseignants. Ce sont uniquement elles qui sont habilitées au change parce qu'effectivement les accidents ça arrive. Et j'en profite pour tout de suite aborder le problème de la propreté des enfants. Alors ça, c'est un gros stress aussi, n'est-ce pas, Élise ? Oui, la plupart des parents, des amis que vous avez autour de vous, dès qu'on évoque la rentrée en petite section, c'est « Et il est toujours pas propre, on est fin juillet, il est toujours pas propre, on a pourtant essayé, on le laisse en slip, on le laisse en culotte toute la journée dans la maison. » et on le pose sur les toilettes non-stop, on le met sur le pose sans arrêt. Et ça marche pas, donnez-nous des conseils. Et là, il faut juste lâcher du lest. Enfin, c'est pas grave. Il ou elle d'ailleurs, ne sera peut-être pas propre. Le jour de la rentrée, il faut savoir que c'est plus une condition pour entrer à l'école. Depuis que l'école maternelle est obligatoire à l'âge de 3 ans, ce n'est plus une condition pour entrer à l'école. Dans les faits, c'est vrai que ça va être plus pratique, mais il faut surtout qu'il y ait une cohérence. Si vous dites, on va essayer, on essaye tous ensemble avec l'enseignant, la SEM, mais il faut... De toute façon, l'enfant sentira votre stress. Donc, si vous vous stressez là-dessus, si vous lui mettez une grosse pression, ça va être difficile pour lui. Alors moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait un petit test à faire. C'est parce que effectivement, l'enfant n'est peut-être pas prêt physiologiquement. Et ça, ce que vous pouvez faire, c'est regarder comment votre enfant monte les marches d'un escalier. Si il met les 2 pieds à chaque fois sur les marches, donc il ne monte pas jambe après jambe, on va dire, qu'il s'arrête à chaque fois qu'il met un pied, puis l'autre pied, il lève une jambe, il remet l'autre pied à chaque fois, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à être propre. C'est une histoire de sphincter, je crois, je sais pas exactement, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ça se détermine
par effectivement la montée des marches. Après, ce n'est pas parce que votre enfant monte les marches comme un adulte, en gros, que nécessairement il est psychologiquement prêt à être propre. Maintenant, il faut savoir quand même que généralement, la propreté s'acquiert parfois même juste la veille de la rentrée parce que il y a quand même une pression autour de l'enfant qui va rentrer à l'école. Donc voilà, parfois ça se fait juste avant. Parfois certains sont propres bien avant d'ailleurs. Et puis, je sais que certains d'entre vous s'inquiètent surtout pour les moments de sieste. Alors oui, il y a des accidents lors de la sieste à l'école. Ce n'est pas pour autant qu'on va mettre une couche à votre enfant. Donc surtout, n'en mettez pas dans ses affaires et ne mettez pas de couche à votre enfant les premiers jours d'école, même si votre enfant n'est pas propre, parce que nous lui retirerons à l'école. Donc, vous aurez bien sûr l'obligation même de déposer des changes propres et donc votre enfant sera changé par les ATSEM à l'école. Donc, pas de couche à l'école, même si l'enfant n'est pas propre. Même si l'enfant n'est pas propre. Après, moi, en de nombreuses années de direction d'école maternelle, il m'est arrivé une seule fois d'avoir un enfant qui n'était pas propre pour des raisons de santé. Donc, c'est extrêmement rare sur des milliers et des milliers d'enfants que j'ai pu scolariser en école maternelle. Ça ne m'est quasiment jamais arrivé qu'il y ait des enfants pas propres. Et toi, Élise, en classe, parce que je ne sais pas si vous avez très bien compris, donc moi, je suis quand même directrice d'école maternelle et donc Élise est enseignante en maternelle. Et toi, Élise, ça t'est arrivé d'avoir des enfants pas propres en classe ? Oui, mais bon. Pas un problème. Non, c'est vraiment pas un Mais problème. comment ça se passe ? Mettons, un enfant fait pipi sur lui, on lui hurle dessus, c'est ça ? Évidemment, évidemment. Et on lui demande d'aller se changer. Non, un enfant, déjà, on essaye surtout... Alors, sachez que ça arrive en petite section et ça peut aussi arriver en moyenne section et en grande section. Surtout, nous, ce qu'on fait en premier, c'est ne pas stigmatiser l'enfant. On va pas lui dire « Oh là, tu t'es encore fait pipi dessus, non mais franchement, non mais c'est dégoûtant, arrête. T'aurais pu demander pour aller aux toilettes et lâcher ton jeu et aller faire pipi. » Non, on va lui dire, on va lui faire un petit signe discret en disant si, parce que parfois les enfants ne s'en rendent pas compte. On leur dit, je crois qu'il y a eu un petit accident, on va aller voir avec la SEM ou alors on va se débrouiller, puis on va te changer, tu seras quand même plus à l'aise pour les activités. On dédramatise. Oui, et puis c'est vrai que ça va pas se passer en classe, hein. On va pas changer votre enfant en classe. Il y a des pièces qui sont dédiées. Il y a même des petites douchettes dans les écoles, si jamais il y a un accident plus grave. Les ATSEM sont tout à fait habituées et elles non plus ne stigmatisent absolument pas les enfants. Après, il va y avoir quand même des passages réguliers aux toilettes, des présentations, comme on dit. Alors, c'est selon les écoles. Il n'y a plus le passage à 8h30 aux toilettes, puis à l'arrivée. Ce que vous pouvez faire, vous, en tant que parent, c'est le matin, vous proposer à votre enfant d'aller aux toilettes avant d'entrer en classe, déjà, parce que peut-être que le matin, vous avez été un petit peu pressé, après le lait du matin, le petit déjeuner du matin, c'était un petit peu la course. Vous arrivez, vous pouvez lui proposer, et souvent les professeurs demandent qu'il y ait un petit temps avec le parent avant d'entrer en classe. Et ensuite, ça dépend des écoles. Certaines écoles envoient la SEM avec une moitié de classe pour aller aux toilettes. D'autres, moi je sais que ma classe est juste à côté des toilettes, donc ils y vont 2 par 2, ils sont assez autonomes là-dessus, je leur apprends en début d'année à être assez autonomes là-dessus, et ce qui permet aussi ils y vont quand ils en ont envie. Mais ça, moi je trouve ça beaucoup plus pratique. Oui, c'est vrai que donc il y a plusieurs façons de procéder. Je sais qu'il y a aussi, on change un petit peu de sujet, mais on est toujours bien sûr sur la rentrée à l'école maternelle. Les parents s'inquiètent aussi pas mal de la séparation des premiers jours et du fait que les enfants pleurent, ne veuillent pas quitter leurs parents. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents ? On peut conseiller déjà de bien leur expliquer. Et il y aura quand même des pleurs. Après, nous, en tant qu'enseignants, on ne le prend pas personnellement. D'ailleurs, en tant que nouvelle enseignante ou enseignant, ne le prenez pas personnellement. Les enfants pleurent. Nous, on est là pour accueillir leurs émotions. Et puis, petit à petit, soit vous essayez, en tant qu'enseignant, de faire diversion, soit vous essayez de les rassurer. Ça va passer. Il y a certains enfants ne pleurent pas le premier jour, mais le 2e et 3e jour, ça y est, ils se mettent à pleurer parce qu'ils ont compris que finalement, la rentrée, c'était pas une journée qu'ils allaient devoir aller à l'école tous les jours. Donc, les parents, c'est pas parce que la première journée se passe bien que votre enfant ne pleurera pas le lendemain. C'est ça. Et puis, il n'y a pas de règle, effectivement. Un enfant peut ne pas pleurer, en effet, mais on va dire que généralement, les enfants pleurent et c'est tout à fait sain de pleurer. C'est important de le rappeler. On voit aussi parfois des parents qui repartent en pleurant. Alors, surtout, un conseil aux parents, n'ayez aucune honte d'avoir une petite larme ou même de pleurer en sortant de l'école en ayant les
laisser votre enfant. C'est tout à fait normal et au contraire, c'est sain. Ça fait du bien parfois de pleurer. Donc les enfants, c'est pareil. Après, il faut que vous sachiez que c'est très rare un enfant qui va continuer à pleurer non-stop. Souvent, ça va être effectivement au moment du départ des parents, parfois au moment de changer d'endroit, parce que les changements de lieu sont toujours un petit peu inquiétants. Maintenant, il faut savoir qu'à l'école maternelle, on met en place justement des choses très ritualisées. Donc les premiers jours, c'est un peu la découverte, mais très vite, ils vont prendre l'habitude d'aller dans la salle de motricité, d'aller dans la cour de récréation, d'aller dans la cantine, etc. Et ils vont au contraire aimer par la suite ces déplacements qui au début peuvent être source effectivement de pleurs. On va donner quelques conseils maintenant aux enseignants aussi qui nous écouteraient pour éventuellement justement un petit peu mieux gérer ces moments de séparation. Donc Élise, tu avais quelques petits conseils. Oui, dans l'école, ce qu'on fait depuis quelques années, mes collègues et moi, on prend une photo de l'enfant avec sa famille le jour de la rentrée. Ensuite, on la décore, on la plastifie. Et ce qui fait que l'enfant, quand il a un petit coup de mou, un petit coup de blues dans les jours qui suivent, ou même toute l'année, il peut sortir sa petite photo, il peut aller avec en récréation si ça le rassure. Ça fonctionne assez bien. Et puis aussi, effectivement, il peut y avoir moins de contact entre les parents et les enseignants, puisque comme on vous l'a expliqué, il y a différents types de personnel dans une école, et parfois, vous n'aurez pas nécessairement, alors là je parle aux parents, l'occasion de revoir l'enseignante ou l'enseignant le soir en récupérant votre enfant s'il reste par exemple au goûter du soir. Et donc, le conseil aussi à donner alors aux familles et aux enseignants, c'est aux familles de bien donner leur adresse mail, une adresse mail, et donc aux enseignants de recueillir l'adresse mail des parents. Vous avez parfois, alors c'est pas dans toutes les écoles, mais il y a l'ENT qui existe. On a aussi toutes les adresses mail des parents, on peut envoyer un message. Alors, aux parents, si jamais vous apprenez que ça existe dans l'école de votre enfant, surtout installez bien l'ENT. Et sinon, communiquez vos adresses mail, bien sûr, votre numéro de téléphone, etc. Ça, normalement, c'est sur la fiche d'urgence que vous avez dû remplir ou vous allez remplir rapidement. Et donc, effectivement, un petit mail de la part de l'enseignante ou de l'enseignant le premier jour ou la première semaine, ça peut toujours effectivement être un moyen de rassurer aussi les familles et les enfants. Surtout qu'en petite section, certains enfants ne s'expriment pas, et ceux qui s'expriment ne se souviennent pas forcément de tout ce qu'ils ont fait dans la journée, et c'est un peu frustrant en tant que parent, le soir, quand on dit « Bon alors, ta journée, ça s'est bien passé, qu'est-ce que tu as fait ?» L'enfant répond « Je me souviens plus ». Alors, rappelez-vous que lorsque vous rentrez de votre journée de travail, vous n'avez pas forcément envie d'en parler. Quand votre conjoint ou votre conjointe vous dit « Bah alors, ta journée, comment c'était ?» Vous avez envie de passer à autre chose, donc pensez à votre enfant, peut-être qu'il n'a pas envie d'en parler, et peut-être, effectivement, il ne s'en souvient plus. En petite section et en maternelle, la journée est assez rythmée. On va souvent fonctionner par moments de 20 à 30 minutes, ce qui fait de nombreux moments dans une journée. C'est pour ça qu'en tant qu'enseignant, ce que vous pouvez mettre en place, effectivement, c'est soit un bloc photo, soit des photos régulières dans le cahier de vie. Moi, ce que je fais, c'est un petit reportage vidéo une fois par semaine pour les parents. Ça me prend 1 heure et c'est assez parlant pour les parents. Même si c'est certains événements de la journée, ça dure 3 minutes et ça permet d'illustrer un peu tout ce qui s'est passé dans la semaine. C'est vrai que le repérage spatio-temporel d'un enfant jusqu'à 7-8 ans, c'est extrêmement compliqué pour eux, ne serait-ce que de se situer dans une journée. C'est vrai que nous, on voit les enfants souvent l'après-midi, ils ne sont pour beaucoup pas capables de nous dire qu'on est l'après-midi, qu'ils ont déjà déjeuné. Certains nous demandent est-ce que c'est l'heure de la cantine, alors que non, la cantine a déjà eu lieu. Donc voilà, ayez vraiment, vous en tant que parents, ce regard et puis surtout ce recul de vous dire qu'en fait votre enfant effectivement est souvent pas du tout capable de vous dire ce qu'il a fait dans la journée, ou alors des petites bribes, il va vous dire 1 ou 2 choses et puis finalement effectivement il aura vécu tellement de choses qu'il sera soit trop fatigué pour vous les raconter, ou en effet tout simplement pas capable de vous les raconter. Alors, on avait un autre conseil à donner aux parents, c'est lorsque le matin vous déposez votre enfant dans la classe. Alors qu'est-ce qui est le mieux de faire? C'est de rester? Qu'est-ce qu'il faut faire, Élise? Selon les écoles, certains enseignants ou enseignantes demandent de rester... les parents peuvent entrer dans la classe, peuvent faire un petit jeu avec leurs enfants. Ça dépend vraiment du projet des écoles. D'autres, l'accueil se fait à la porte, l'enfant entre, dit au revoir à ses parents et le parent repart. Ça dépend vraiment. Donc, renseignez-vous, par exemple, lors de la réunion d'inscription. Vous pouvez demander à la direction ou au personnel enseignant comment ça se passe.
Comme ça, vous vous préparez, préparez aussi votre enfant. Sachez que dans tous les cas, que vous puissiez entrer dans la classe ou pas, lorsque vous partez, prévenez votre enfant. Ne partez pas sur la pointe des pieds, parce que après, l'enfant, s'il se redresse et qu'il voit plus son parent et que vous ne l'avez pas prévenu, c'est là où il va se mettre à pleurer. Donc vraiment, prévenez votre enfant en lui disant « je pars », quitte à ce que ce soit difficile, quitte à ce que nous, enseignants ASEM, on rassure l'enfant, on le tienne avec nous en disant « écoute, là, papa ou maman, tes parents vont partir et tu restes avec nous. Là, c'est un petit peu difficile. Tu es triste, tu as le droit d'être triste, mais on est là, on va être avec toi. » Et surtout, lorsque vous partez, ne revenez pas. Parce qu'on a déjà eu plusieurs fois le cas où les parents, après avoir dit au revoir, reviennent et on avait un peu réussi à calmer l'enfant et là, c'est reparti pour un quart d'heure. Tout à fait. Et c'est vrai que ce qu'il faut en comprendre, c'est que votre enfant, voilà, ça va être normal. Effectivement, il risque fortement de pleurer à la rentrée. Alors, c'est valable aussi d'ailleurs pour les rentrées en moyenne section et en grande section. Il n'y a aucune inquiétude à avoir si votre enfant, en début d'année scolaire, par exemple, dans les classes supérieures, pleure un petit peu. Il n'y a aucun souci pour ça. Et puis, se rappeler aussi que ça va recommencer notamment après les week-ends, après les vacances scolaires, quand il y a eu des coupures assez longues. C'est vrai que pour les enfants, c'est quand même quelque chose qui leur demande au niveau émotionnel beaucoup de ressources, de quitter leurs proches. Et donc, c'est tout à fait normal d'être émotif et de pleurer à ces moments-là. On a aussi, parce qu'on a un petit peu demandé autour de nous ce qui inquiétait le plus les parents ou aussi les questions qu'ils avaient. Et donc, on a souvent la demande de savoir comment préparer les enfants, notamment au cours de l'été ou des quelques mois qui précèdent la rentrée, comment on les prépare, qu'est-ce qu'on peut leur apprendre. Alors c'est vrai qu'on sait que l'alphabet et la comptine numérique, donc compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., sont des choses que les parents essaient d'apprendre à leurs enfants avant qu'ils rentrent à l'école. Et justement, on va demander à Élise ce qu'elle en pense. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez l'alphabet. Parce qu'en plus, après, les enfants, quand ils viennent à l'école, ils ont l'impression que être à l'école, c'est apprendre la petite comptine de l'alphabet. Pour eux, donc c'est ABCD, c'est bon, je sais les lettres, je sais lire. Donc finalement, on les installe dans une mauvaise interprétation, une compréhension de ce qu'est l'école. Non, vraiment, jouez. Jouez avec votre enfant, ressortez. Et alors après, voilà, est-ce que vous êtes plus à l'aise avec des jeux d'imitation, donc c'est-à-dire jouer à la poupée, jouer à la marchande. Si vous êtes plus à l'aise avec ça, jouez. Comme ça, vous parlez avec votre enfant. Dans le jeu, vous pouvez instiller plein de notions. Par exemple, est-ce que tu peux... On a 3 poupées là. On va faire le repas pour 3 poupées. Est-ce que tu peux m'apporter 3 assiettes? Là, ça a du sens. Et vous parlez en plus avec votre enfant, donc vous travaillez le langage. Si vous êtes plus à l'aise avec des jeux de société, jouez, faites des jeux de société. Voilà, et puis c'est vrai que les jeux de société, les jeux d'imitation, ça apprend énormément. On ne se rend pas compte, mais finalement, ce qu'on veut développer chez les enfants à cet âge-là, c'est le langage déjà. Donc le langage, rien de mieux. Donc bien sûr, on évite les écrans au maximum, bien qu'on sait qu'à des moments, on ne peut pas faire autrement, mais si possible, on évite autant qu'on peut, voire pas d'écran du tout, si possible. Et puis, le fait de parler avec votre enfant, de jouer, de faire des jeux d'imitation. Donc, quand on dit effectivement jeu d'imitation, c'est tout simplement, effectivement, si votre enfant dans sa chambre ou dans votre logement a une cuisine, a un garage, a des déguisements, vous pouvez tout à fait jouer avec lui, ne pas le laisser jouer seul, et puis lui parler, lui apprendre des nouveaux mots. Ça développe énormément le langage. Et puis, les jeux de société, les jeux de memory, les jeux de loi, les jeux en fait finalement simples, les mistigris, etc. Vous pouvez commencer avec votre enfant, je pense, dès l'âge de 3 ans, certains jeux sont tout à fait faisables, des jeux de société. Et puis, vous allez voir que votre enfant va adorer cela. Et ça va lui permettre d'apprendre notamment les mathématiques, la logique. Et la frustration, l'apprentissage de la frustration pour les jeux de société. Parce que oui, parfois on perd. Il y a des jeux coopératifs, il y a des jeux qui ne le sont pas. Et on apprend à perdre. Voilà, c'est vrai que c'est très important cette notion et c'est quelque chose qu'ils vont apprendre à l'école. Ils vont jouer, ils vont gagner, ils vont perdre, ils vont devoir jouer ensemble et ensemble arriver à obtenir un résultat à plusieurs. Et ça, c'est très compliqué pour les enfants tout petits parce que l'empathie ne se développe que vers 4, 5, plutôt 5 ans, 5, 6 ans même. Donc, au départ, les enfants, oui, ils sont très égoïstes et c'est tout à fait normal dans le développement de l'enfant. Et c'est justement main dans la main avec l'équipe enseignante et les parents
que nous arrivons à développer l'empathie chez les enfants et donc à supporter la frustration de perdre, à vouloir coopérer avec d'autres pour réussir. Mais donc, revenons à ce que nous disions avant. Donc oui, ça n'a aucun sens. Bien sûr qu'il faudra apprendre le nom des lettres, mais effectivement, laisser aux enseignants et aux enseignantes cette expertise pédagogique et notamment de bien comprendre que nous, ce qu'on va surtout s'attacher à faire à l'école, c'est apprendre le son des lettres et des phonèmes et non leur nom, même si ça reste important. Toujours à propos des jeux, j'ai beaucoup de parents qui me disent « Mais nous, on habite dans des petits appartements. L'enfant, quand il se réveille le matin, il fait beaucoup de bruit. Après, les voisins tapent parce que on peut pas jouer. Enfin, ça fait trop de bruit. » Alors moi, ce que je conseille dans ces cas-là, à la place de la télé, il existe maintenant de nombreuses boîtes à histoires qui sont... Il y a des prix, souvent il y a des soldes, donc finalement vous ne vous en sortez pas pour très cher. Et l'enfant peut écouter des histoires, il n'y a pas d'écran, il est autonome là-dessus, donc s'il se réveille avant vous et puis il peut écouter des petites histoires tranquillement dans son lit, dans sa chambre. Il existe même des casques si votre enfant dort dans la chambre avec ses frères et sœurs. Et vraiment, c'est une bonne alternative aux écrans. Donc ce sont des boîtes à c'est quoi histoire. en fait? C'est très simple d'utilisation. Dès l'âge de 2 ans, même dès pour les bébés, ils ont des boîtes qui secouent et donc ça lance une histoire ou une petite comptine. Et puis quand on a 2-3 ans, c'est des boîtes toutes simples en plastique avec une molette, quelques boutons et l'enfant peut choisir l'histoire qui va lui être racontée. Alors c'est vrai que, en effet, ça c'est extrêmement pertinent et ça permet justement de se passer d'écran. Il faut savoir que tout ce qui est histoire lue sans écran, ça développe énormément l'imaginaire. Malheureusement, dès qu'il y a un écran associé, en fait, justement, ça coupe l'imagination des enfants et c'est une forme de passivité extrême des enfants devant les écrans. Revenons maintenant sur l'apprentissage de l'alphabet et des chiffres avant la rentrée. Donc, pourquoi on vous déconseille de le faire? Elise va vous expliquer. Déjà, on va commencer donc par les lettres de l'alphabet. Pourquoi est-ce que c'est contre-productif d'apprendre l'alphabet à son enfant? Parce que souvent, l'enfant va penser que c'est une petite chanson, ou alors il va pas du tout mettre du sens. Nous vous conseillons d'attendre la réunion de rentrée. Il y a une réunion de rentrée dans toutes les écoles de France qui se fait dans les 15 jours. Donc, l'enseignant va vous expliquer comment il fonctionne dans la classe. Il ou elle fonctionne dans la classe. Et là, vous allez pouvoir lui poser les questions. Comment est-ce que je lui apprends les lettres de l'alphabet? Est-ce que vous commencez d'abord par le son ou par le nom des lettres? Est-ce qu'il y a une progression? Vous ne prendrez pas la place de l'enseignant, mais vous pouvez lui demander ce que vous pouvez faire à la maison pour l'aider. Concernant les chiffres, la comptine numérique? Arrêtez de leur apprendre à compter de... J'ai certains enfants qui savent compter de 1 à 30, puis quand on leur dit « Et alors après 2, c'est quoi ?» Ils sont pas capables de répondre parce qu'ils n'ont pas compris cette notion de quantité. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et pareil pour les grandes sections. Ils ont envie d'écrire comme des grands en attaché. Demandez au professeur. Moi, j'ai des parents, maintenant, ils ont le réflexe. Ils me disent, écoutez, il va absolument écrire son prénom en attaché. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui montre? Dans ces cas-là, je dis, écoutez, moi, je vois avec lui en classe. Et après, je vous dis, ou je prends un instant avec les parents pour leur montrer comment moi, je fais en classe pour qu'il y ait une cohérence. Ok. Donc, c'est vrai que... ce qu'on peut quand même peut-être vous conseiller, c'est en ce qui concerne les chiffres, quand vous jouez avec votre enfant, effectivement, vous pouvez tout à fait demander à votre enfant d'aller vous chercher 2 petites voitures, et puis ensuite, tiens, il y en a pas assez, tu peux m'en apporter encore 3, et vous pouvez les compter ensemble, par exemple. Ça, ce sont des jeux, tout simples, mais en tout cas, ne vous mettez aucune pression, parce qu'effectivement, vous êtes là pour éduquer vos enfants et nous sommes là pour leur apprendre. Même si, effectivement, vous aurez aussi plein de choses à leur apprendre, bien évidemment, mais toujours sous une forme parentale, sous une forme ludique, d'expérience, de sortie, etc. Maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu des journées d'école et notamment autre chose qui stresse énormément les parents, c'est les bobos, c'est les disputes entre enfants et notamment les bobos faits entre enfants. Donc déjà, sachez que ça arrive, n'est-ce pas Élise? Eh oui,
Votre enfant sera mordra peut-être son camarade. Sachez qu'en petite section, les enfants n'ont pas forcément la parole, et même s'ils l'ont, les émotions les submergent, et oui, ça peut arriver. Maintenant, on va éviter les bagarres entre parents devant l'école. Voilà, ça c'est vraiment un conseil aussi de directrice d'école, c'est vous avez un souci avec un autre enfant, une autre famille, ça peut arriver, évidemment. Nous vivons en collectivité, nous travaillons avec beaucoup d'adultes et d'enfants. Donc vous aurez aussi forcément des liens qui vont se créer avec d'autres parents, d'autres familles, d'autres enfants. Si un problème émerge, une dispute se crée, effectivement une altercation a lieu, surtout n'agissez pas de votre côté en allant voir les familles. Il faut systématiquement un médiateur, et la meilleure médiation, c'est la direction de l'école ou l'enseignante éventuellement ou l'enseignant. Mais surtout, ne réglez pas les choses par vous-même, parce que malheureusement, l'expérience montre que ça dégénère. Et donc, en effet, comme disait Élise, les enfants, quand ils n'ont pas la parole, souvent mordent. C'est le cas beaucoup à la crèche d'ailleurs. On entend beaucoup parler de morsures. Et c'est vrai qu'on a plutôt ce type de comportement chez les enfants plus jeunes, et ça change. Après, ça va être plus des choses verbales qui sont aussi, ceci dit, à contrôler. Et notamment en termes de disputes, peut-être on peut parler de ce que nous on met en place à l'école et qui se développe de plus en plus sur le territoire français, qui s'appelle les messages clairs. Alors déjà, on vous explique qu'est-ce qu'un message clair. C'est vrai que mon conjoint, quand il a vu sa fille faire des messages clairs avec ses Playmobil, il s'est un petit peu demandé dans quelle école il était tombé. Mais bref. Donc, un message clair, vous imaginez 2 personnes face à face qui se mettent la main sur l'épaule, le contact physique. Alors, on est bien chez des petits, c'est parfois un peu compliqué, mais on veut juste établir un contact vraiment eyes to eyes, enfin, qui se regardent dans les yeux et qu'ils essayent d'expliquer leurs problèmes sans se hurler dessus. Donc, c'est très ritualisé, et au départ, les adultes, nous sommes là pour les aider, pour formuler à la place quand les petits ne savent pas parler. C'est « je n'ai pas aimé quand ». Par exemple, « je n'ai pas aimé quand tu m'as poussé ». Cela m'a rendu, ça c'est une phase très importante pour que l'enfant en face commence à comprendre ce que ressent l'autre. Ça m'a rendu triste, ça m'a mis en colère. Et la phase de réparation, j'aimerais que tu me dises pardon, j'aimerais que tu ne recommences plus. Et donc, ça apprend aux enfants, petit à petit, avec l'appui des adultes, à exprimer ce qu'ils ressentent, à exprimer pourquoi ça leur plaît pas, et à essayer de trouver des solutions et à parler de façon constructive. Tout à fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors ça c'est vraiment effectivement pour régler les conflits. Alors après, d'autres écoles ont d'autres méthodes. Si ce n'est pas la méthode qu'utilise l'école dans laquelle vous scolarisez vos enfants, ils ont sans doute d'autres façons de procéder. Vous pouvez leur demander. Maintenant, quand il y a un bobo plus important, alors souvent les bobos d'ailleurs, c'est les enfants qui tombent, qui se cognent, qui s'éraflent. Eh bien, on soigne les enfants à l'école. Donc évidemment, on ne va pas les laisser avec leurs blessures. Donc on va les soigner. On a un registre des petits accidents de l'école. Donc, on va noter, et ça, c'est très important parce que, mettons, vous récupérez votre enfant le soir avec une blessure, eh bien, si jamais la personne qui vous remet votre enfant n'est pas au courant de comment a eu lieu cette blessure, normalement, c'est consigné dans le cahier et cette personne peut aller regarder. Alors, nous, c'est vrai que dans notre école, ce qu'on fait, c'est qu'on prévient systématiquement les parents. Je ne sais pas si c'est le cas partout, mais ce qui est certain, c'est que si il y a un bobo ou un accident, on va dire, qui nécessite une poche de glace, qui a fait saigner votre enfant, on va évidemment vous appeler, vous proposer même de venir si vous le souhaitez pour récupérer votre enfant. Et bien sûr, si on considère que l'accident est assez grave, on va vous demander de toute façon de venir. Si on peut vous rassurer, c'est que tout de même très rare que, bien évidemment, ce qui vous inquiète, qu'on appelle le SAMU, ça arrive très très rarement. Les accidents graves arrivent très très peu. Et ce qui me fait rebondir, si jamais vous changez de numéro de téléphone, donnez-le nous. Parce qu'il m'est déjà arrivé effectivement de vouloir appeler un parent parce que l'enfant était tombé dans la cour. Et là, je me rends compte que le numéro qu'on nous a donné en début d'année ne fonctionne plus. Donc, dès que vous changez de numéro de téléphone, informez votre école. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir les numéros parce qu'en général, c'est uniquement pour vous rassurer. Très souvent, on appelle les familles en disant « Ne vous inquiétez pas, on vous appelle juste pour vous prévenir. Votre enfant, voilà, c'est égratigné le genou. C'était pour que ce soir, vous ne soyez pas surpris. » Donc, c'est vraiment en général les numéros de téléphone. Quand on vous contacte, c'est vraiment juste pour vous rassurer. Comme je vous disais, c'est très, très rare qu'il y ait des accidents graves dans les écoles. C'est vraiment pas lieu. La première cause d'accident des enfants sont les accidents
domestiques, donc qui ont lieu à la maison et donc pas du tout à l'école. Donc surtout soyez rassurés, vos enfants sont parfaitement protégés à l'école. Il arrive également qu'un tout petit sache pas encore dire quand il est tombé, quand il s'est fait mal. S'il vous en parle le soir, n'hésitez pas à venir voir l'enseignant le lendemain en disant « Je crois qu'il est tombé, il n'a pas osé vous le dire ». Comme ça, nous, on redoublera d'attention. Évidemment, on ne peut pas tout voir dans la cour. On a beau être nombreux, on a beau regarder, surveiller les enfants, on ne peut pas tout voir. Donc, si vous voyez que c'est assez récurrent, qu'il est tombé et qu'il n'a pas osé vous le dire, n'hésitez pas à venir nous en parler. Voilà, c'est vrai que... on ne peut pas tout voir, on est souvent quand même très nombreux en cours de récréation. Les enfants jouent en général très sagement, courent partout, ceci dit, parce que c'est vraiment un moment où ils se défoulent et c'est un moment en général qu'ils apprécient énormément. Donc il y a effectivement des petites bousculades sans faire exprès, évidemment. Et en effet, il y a des enfants qui ne verbalisent pas ces moments-là parce que parfois ils s'en fichent aussi tout simplement. Certains sont très endurcis et ne pleurent même pas. Toutefois, si vous constatez des blessures chez votre enfant, effectivement, il faut en parler à l'équipe enseignante. Alors, on va peut-être aborder maintenant aussi le sujet vraiment récurrent. On en fera sans doute un sujet de podcast beaucoup plus long, mais on va en parler un tout petit peu, celui du harcèlement scolaire et notamment, je sais que les parents se demandent si ça existe à l'école maternelle. Alors oui, les situations d'intimidation existent et effectivement, on nous apprend, nous, enseignants et direction d'école, à les repérer. Surtout, si votre enfant vous parle de quelque chose, venez voir l'enseignant. Ne le gardez pas pour vous en disant de toute façon, il faut qu'il apprenne, c'est comme ça à l'école, il faut qu'il s'endurcisse. Venez nous voir, venez en discuter avec nous. C'est vrai que la communication, c'est vraiment la clé. La communication entre toutes les parties, que ce soit avec votre enfant avec nous et vous et les périscolaires. Donc, périscolaire, c'est tout ce qui est animation, etc. Donc oui, je rappelle juste que, en général, alors c'est pas du tout pareil dans les grandes villes et dans les plus petites villes sur le territoire français, quel que soit l'endroit finalement. Parce que vous avez les écoles où tout ce qui est donc cantine, goûter, bon ça en général c'est quand même dans l'école, mais vous avez aussi le centre de loisirs. Le centre de loisirs, donc c'est le mercredi et pendant les vacances scolaires. Donc c'est vrai que selon la ville où vous vous trouvez en France, vous pouvez avoir le centre de loisirs à l'intérieur de votre école ou ailleurs, complètement dans un autre endroit, un lieu dédié aux activités donc d'animation centre de loisirs. Et effectivement, selon l'équipe d'encadrement de votre enfant, il peut y avoir des situations d'intimidation qui auront plus lieu, que ce soit sur le temps scolaire ou donc sur le temps périscolaire, il n'y a pas de règles. Mais effectivement, le plus important, c'est toujours de communiquer. Donc même si ça a lieu sur un temps de centre de loisirs qui n'a donc pas eu lieu à l'école, mais qui a eu lieu avec des enfants, effectivement, de l'école ou votre enfant en l'occurrence, venez aussi en parler à l'équipe de l'école, à la direction de l'école, parce que nous serons peut-être plus à même, effectivement, de pouvoir vous aider et surtout de nous mettre en relation avec les animateurs et de travailler tous ensemble. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est toujours communiquer de façon à ce qu'on règle les soucis collégialement et pas chacun seul dans son coin parce que ça n'apporte en général rien de bon. Le matin à 8h20, 8h30, quand vous déposez votre enfant, on n'aura peut-être pas le temps d'entrer dans une grande discussion, mais vous pouvez dire, écoutez, j'aimerais vous rencontrer pour vous parler de tel sujet et on prend rendez-vous tout simplement. Puis une fois de plus, les mails, ça peut être tout à fait intéressant aussi parce que selon que vous déposiez votre enfant très tôt le matin, parce que dans certaines villes, il y a un accueil du matin ou que vous déposiez votre enfant effectivement au moment où l'école commence. Donc là, vous voyez en général les enseignants, l'enseignante de votre enfant. Il est quand même toujours important, effectivement, selon les situations, de prendre un rendez-vous, de prendre le temps de vraiment pouvoir se parler. Donc, n'hésitez pas à envoyer également un mail à l'école. Et la déconnexion numérique. Alors, sachez que nous ne répondrons pas à 22h à vos mails. Oui, voilà, ça c'est vrai que le week-end, enfin quoique, ça m'arrive quand même de répondre le week-end, mais bon, disons que effectivement, tout le monde a le droit à la déconnexion numérique et au repos, parce que c'est très important quand on s'occupe d'enfants. Effectivement, il faut qu'on se ressource, nous aussi, et vous aussi également. Donc, on évite effectivement les messages le soir très tard, en tout cas de répondre, et vous de la même façon, hein. Et puis, les messages le week-end ou pendant les vacances scolaires.
On va peut-être parler aussi de ce qui peut faire peur aux parents, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, c'est eh bien les enseignants qui lèvent le ton, qui parfois sont obligés de recadrer une classe entière. Est-ce que tu peux, bon, même si on est bien d'accord que c'est à éviter, toutefois, ça peut arriver dans certaines situations, parce que il faut vous rappeler quand même qu'une classe d'école, alors maternelle, élémentaire confondue, hein, c'est entre bon, il y a des classes dédoublées, mais elles sont quand même encore assez rares à 15-17 élèves, mais sinon une classe c'est à peu près entre 24 et 30 élèves, avec parfois l'enseignant seul dans la classe. Ça, il faut quand même l'entendre. Et donc dans ces cas-là, c'est vrai que moi j'ai commencé, j'avais une trentaine de tout petits. Alors évidemment, on évite de crier, évidemment, on évite de hausser le ton. Sachez que ça peut arriver, et dans ces cas-là, on dit excusez-moi. Enfin, on est tous humains de toute façon. Il faut être bienveillant envers tout le monde. On leur dit excusez-moi, là j'ai un peu haussé le ton, mais là, soit il y a un danger, soit oui, puis ça peut arriver de perdre son calme, hein, comme Ouais. vous, j'imagine, parents, ça peut vous arriver de perdre votre calme avec votre enfant. On fonctionne de la même façon, c'est-à-dire on est effectivement aussi sensible, qu'on soit à la maison ou qu'on soit à l'école, on est sensible au bruit, aux voix qui s'élèvent aussi au niveau des enfants. Et effectivement, si par exemple le volume sonore est extrêmement élevé et que on sait très bien que les enfants vont adopter le volume sonore de l'adulte, c'est-à-dire c'est pour ça, et vous aussi à la maison, c'est un conseil, si vous baissez votre propre volume sonore, normalement, votre ou vos enfants s'adaptent au vôtre. Maintenant, il peut y avoir des moments de tension, des enfants qui sont très fatigués et qui ne vont pas respecter cela. Et parfois, on est obligé de hausser un petit peu le ton avec les élèves, même si ce n'est pas ce qu'il faut faire, on est bien d'accord. Mais voilà, ça peut arriver. Et ça permet, alors il y a d'autres façons de faire, on peut aussi agiter une cloche, on peut aussi avoir un buzzer, on peut avoir différentes choses qui permettent aux enfants on recapte leur attention, on peut faire un petit temps de relaxation. une petite chanson aussi. Voilà, il existe des petites comptines, des chansons pour ramener les enfants vers un moment de concentration, ou au contraire se dire que c'est peut-être un moment où il faut un petit peu lâcher du lest et peut-être proposer effectivement une chanson, un moment de relaxation, un jeu, aller courir un petit peu dans la cour, enfin voilà. Faire classe dehors. Voilà, la classe dehors, on en parlera. C'est très intéressant également et je pense que ça intéresse beaucoup de personnes et de parents et aussi d'enseignants. Alors, on a parlé séparation, on a parlé pipi, on a parlé Bobo. de bobo. Donc, séparation, pipi, bobo, doudou, tétine. Oui, tout à fait, on allait oublier. Bon, on t'écoute, Élise, là-dessus. Doudou, tétine. Là, on vous pose un peu des problématiques et après, il faut que vous demandiez. Comment ça se passe dans l'école. Nous, on trouve assez pratique d'avoir le doudou de la maison et le doudou de l'école. Ça évite à 4h30 de chercher le doudou partout, sous les bancs de l'école, sous les bancs de la classe, sous les bancs de la cour, ou derrière le radiateur du dortoir. Et oui, ça m'est arrivé aussi. Ou dans les toilettes, ou voilà. Ça nous évite de courir un peu partout. Mais c'est bien d'avoir un doudou à l'école, un doudou à la maison, de même pour la tétine. Alors, c'est vrai que la tétine, bon, évidemment, on est bien d'accord, c'est plein de germes. Ils l'ont dans la bouche. En général, il y a des petites boîtes à tétine. Généralement, dans les écoles, je pense que c'est un petit peu la règle, mais c'est pas, effectivement, il y a des écoles qui interdisent totalement la tétine. Donc, surtout ça, effectivement, demandez bien parce que ça veut dire que vous avez l'été quand même là pour un petit peu préparer votre enfant. En fait, il n'aura pas de tétine à la sieste. Et sinon, c'est progressif. C'est vrai que nous, dans l'école, c'est jusqu'aux vacances de Noël. Donc, après, effectivement, il n'y a plus de tétines. Dans un premier temps, elles sont dans une boîte. Alors, vous allez peut-être vous inquiéter, en effet, des virus, etc. Sachez que la tétine n'est pas le problème dans la transmission des virus. Les enfants vont évidemment se transmettre plein de virus. Donc, c'est vrai que c'est peut-être aussi le moment d'aborder les maladies à l'école. Si on en a fini sur doudou tétine, oui. Des tétines. Ah, Et puis nommer. c'est surtout la Aussi. tétine. En maternelle, il y a beaucoup de situations de langage. Donc, avec une tétine dans la bouche, c'est... Voilà, on peut parfois laisser la tétine à l'enfant juste le temps de la séparation, si on voit que vraiment c'est très dur, que l'enfant se met dans un état pas possible, etc. Donc oui, on peut parfois laisser un petit peu la tétine. Enfin, peut-être qu'il y a des enseignants qui écoutent et qui sont horrifiés par ce que je suis en train de dire. Ils osent certainement pas. Bon, laissez-le nous d'ailleurs en avis si vous pensez qu'il faut surtout pas faire ça. Mais on va dire qu'en tout cas, mon point de vue, c'est de dire que voilà, si l'enfant vraiment est en souffrance, on va dire au moment de la séparation, qu'il a l'habitude d'avoir une tétine, pourquoi pas lui laisser quelques
quelques instants, mais effectivement, après, il faudra tout de même qu'il la retire pour les apprentissages, en particulier, effectivement, langagier. Et puis, pensez bien aussi à nommer, à mettre une étiquette, que ce soit sur le doudou aussi, même si l'enfant va le reconnaître, mais on ne sait jamais. Il pourrait y avoir un enfant qui apprécie particulièrement le doudou de votre enfant et qui lui prenne, et que nous, adultes, ne sachions plus si ça lui appartient bien. Donc, vraiment, pensez à noter le nom sur tous les habits, y compris les pulls, les pantalons, parce que votre enfant à la sieste, souvent, ils enlèvent leurs pantalons, leurs bas, ils dorment en culotte ou en slip ou boxer, je ne sais pas. Mais marquez tout, parce qu'un enfant de petite section ne reconnaît pas son pantalon. Voilà, donc parfois Voilà. vous allez le voir avec le pantalon de quelqu'un d'autre, mais si c'est bien marqué avec le prénom de l'enfant à qui cela appartient, on pourra effectivement rendre à César ce qui appartient à César. Et on fait un maximum, mais nous ne sommes pas responsables des habits de votre enfant. Donc, il pourra y avoir des pertes, il pourra y avoir de la peinture dessus, il pourra y avoir de la terre dessus, et ce n'est pas grave. Ne l'habillez pas en Burberry, c'est tout ce qu'on vous demande, à moins que... c'est pas la peine d'avoir des vêtements de marque ou des vêtements... votre enfant se salira, ça veut dire qu'il... Il déchirera aussi ses vêtements. Donc effectivement, voilà, soyez préparés. C'est-à-dire que si vous voulez l'habiller avec des vêtements coûteux, ayez en tête qu'il risque de les abîmer. Donc peut-être gardez-les pour les sorties du week-end ou les vacances. Mais effectivement, il risque d'abîmer ses habits. Il y a beaucoup d'activités à l'école. Il va faire énormément de choses, découvrir plein de nouvelles choses. Donc en effet, il risque de se salir, de se déchirer des vêtements. Donc voilà, ayez ça en tête. Et effectivement, donc oui, marquez. Vous avez, ça se trouve dans le commerce, vous n'êtes pas obligé de faire, vous savez, les petites étiquettes qu'on va coller avec le fer à repasser. C'est vrai que c'est assez fastidieux, mais pourquoi pas, hein. Après, vous avez tout simplement des marqueurs textiles. Ça s'achète à peu près partout. Et vous pouvez tout simplement écrire à la main le prénom de votre enfant. Ça peut être une activité que vous faites avec lui. Ça peut être très sympa. Avec lui. Ça peut être très sympa. Et donc, vous marquez effectivement les vêtements, le doudou, voire même la tétine de votre enfant. Si vous Votre enfant. Voilà, vous lui mettez le prénom sur son front. Non, d'ailleurs, en général, en début d'année, on va leur mettre des petites étiquettes parce que, oui, c'est pas non plus évident pour nous de reconnaître forcément les enfants, même si très vite, on connaît le prénom de tous les enfants de l'école. Parce que je rappelle aussi une règle qui, pour moi, est très importante, c'est que certes, il y a des enseignantes et des enseignants pour chaque classe. Maintenant, c'est aussi très important que l'école fonctionne en communauté éducative et que les enseignants de chaque classe soient aussi des référents pour les autres élèves des autres classes et donc assez rapidement connaissent le prénom de tous les enfants de l'école. Tu connais tous les enfants de l'école, Inès ? Presque. Ah, pas Alors, mal. j'en confonds certains et je m'en excuse à chaque fois, mais presque. Non, et puis c'est important quand un élève me dit « Oui, non, mais c'est ma maîtresse ». Alors non, je ne suis pas. Je suis la maîtresse de tous les élèves de cette école. Voilà, ça c'est Vraiment. vraiment quelque chose. Si des enseignants nous écoutent, nous on trouve que c'est quand même vraiment important d'avoir cette notion de communauté éducative et de rappeler effectivement qu'une école fonctionne bien quand tous les partenaires d'une école, une fois de plus, communiquent et s'entraident et s'écoutent et se parlent. Puis on ne peut pas demander à des enfants de coopérer si les enseignants, enfin, ça c'est mon avis, ne coopèrent pas non plus. Voilà. Si les... On sait que les parents et les adultes en général sont vraiment un modèle pour les enfants et que les enfants ont tendance à énormément imiter d'abord leurs parents et ensuite effectivement les autres adultes de leur vie. D'ailleurs, enseignants ou parents, si jamais vous avez un conflit entre vous, ne le faites pas, ne vous disputez pas devant l'enfant. De toute façon, on est là pour que l'enfant se sente bien, pour que ça se passe bien. Donc, s'il y a un conflit, ça doit être en dehors de l'enfant et on n'en parle pas à l'enfant. Il faut faire ça en bonne intelligence, prendre rendez-vous, discuter de ce désaccord et ne surtout pas impliquer l'enfant. Voilà, bon, je pense que nous sommes arrivés au terme de cet épisode sur l'entrée à l'école maternelle. On espère que ça vous a plu. Surtout, laissez-nous votre avis sous notre podcast. Ça nous fait énormément plaisir de vous lire. Prochain numéro, ce sera sur l'entrée à l'école élémentaire, donc principalement le CP, mais aussi les autres classes. En tout cas, pour les futurs enfants qui rentreront donc à l'école maternelle très prochainement, on vous souhaite une très très belle rentrée. Ça va être un moment formidable. Alors peut-être fait de pleurs, etc. Mais ne vous inquiétez pas, les parents, tout va rentrer dans l'ordre et votre enfant, a priori, va adorer très très vite aller à l'école. Tu avais une dernière chose à rajouter, Non, Elise ? préparer une boîte de mouchoirs pour les parents, c'est tout. Bon, Elise, à très bientôt dans un nouveau numéro de l'École d'abord, fait par les Élises.